De cette présentation exagérément flatteuse. Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici pour parler de Rosa Luxembourg et je commencerai peut-être par justifier mon titre, puisque effectivement, je ne vais pas vous accabler avec tous les textes de Rosa Luxembourg uniquement sur le socialisme français, mais vous donner une perspective un petit peu plus large. Pourquoi économiste entre guillemets? En réalité, j'aurais pu vous parler de Rosa Luxembourg ou d'un certain nombre de ses contemporains qui ont été cités auparavant, Edward Bernstein, Karl Kautsky, toutes ces grandes figures du socialisme entre guillemets allemand et qui rayonnaient alors en Europe. Mais peut-on alors les classer comme économistes, historiens, hommes politiques et autres? On peut a posteriori en prenant un certain nombre de leurs écrits, mais en réalité, eux se pensaient avant tout comme des marxistes. Et à cette époque-là, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis en historien, avant 1914, ces théoriciens-là, ces hommes et femmes politiques-là, se pensaient comme pouvant interpréter le monde globalement dans toutes ses déclinaisons possibles. En quelque sorte, un marxisme qui prolongerait une sorte d'universalisme des Lumières, susceptible de toucher à tous les domaines de la vie. Néanmoins, et j'y reviendrai tout à l'heure, Rosa Luxembourg a une production spécifique sur l'économie qui conviendra d'exposer. Avant tout, Rosa Luxembourg, je la citerai en 1917, elle disait, à ce moment-là, dans un contexte dramatique sur lequel je reviendrai, « J'espère mourir à mon poste dans une bataille de rue ou au bagne », qui effectivement est arrivé 2 ans plus tard, ou encore « La révolution est grandiose, tout le reste est foutaise ». Le militantisme de Rosa Luxembourg est un militantisme important, total, qui commence assez tôt dans sa vie. Rosa Luxembourg est née en 1871, et en 1899, donc lorsqu'elle aura 29 ans, elle sera déjà connue dans l'Europe entière comme une représentante importante du socialisme international. Je commencerai mon propos par quelques aspects biographiques simples, pour ceux qui ne la connaîtraient pas trop, et puis ça permettra de resituer quelques thématiques. Ensuite, je verrai quelques-unes des grandes thématiques qui traversent son œuvre, et puisque les œuvres de Rosa Luxembourg ont été évoquées, je reviendrai sur l'aspect important qui est pour Rosa Luxembourg notamment l'aspect éducation, formation dans les écoles du Parti social-démocrate. J'évoquerai quelques thèmes comme la question nationale, qui est une question qui recoupe ses origines et sa biographie, je vais revenir là-dessus tout de suite. Et puis donc en fonction du temps, et peut-être après on pourra procéder dans la discussion sur un certain nombre de thèmes, les aspects plus directement économiques, et puis aussi le dernier moment historique, 1918-1919, Rosa Luxembourg face à la révolution russe, où elle, justement, là, la question de la liberté, si je puis dire, est au cœur de la polémique entre Rosa Luxembourg et les bolcheviks. Quelques aspects biographiques qui vont d'ailleurs permettre déjà d'introduire quelques thématiques de son œuvre. Donc, née en 1871, en Pologne, dans une famille juive émancipée où on parlait 3 langues, allemand, polonais, russe, la Pologne étant sous domination à ce moment-là, coupée entre les puissances allemandes et russes. Elle est en contact très tôt dès le lycée, à Varsovie, alors sous domination russe, avec des groupes socialistes. Et alors qu'elle n'a même pas 18 ans, elle est arrêtée une première fois et va ensuite commencer une période d'exil ici, en Suisse. Elle va aller à Zurich, où elle va travailler sur un certain nombre de données qui vont lui permettre de collecter notamment des choses sur l'industrialisation de la Pologne. Ce sera une des très rares femmes à faire un travail de doctorat à cette époque-là, il faut le souligner, très peu. Elle y rencontre son compagnon Léo Jogiches, avec lequel elle restera, qui est un militant très important aussi jusqu'en 1905. Et elle va contribuer d'entrée de jeu, d'abord en exil puis sur place, à mettre en place ce que l'on a appelé le Parti social-démocrate du Royaume de Pologne et de Lituanie, très clairement distinct d'un autre parti socialiste polonais, parce que pour elle, et ça c'est une des grandes batailles dans sa vie, la liberté ne voulait pas dire liberté de constituer n'importe quelle nation, si je puis dire. Car pour elle, dans le contexte des empires qui occupaient alors l'Europe de l'Est, il ne fallait pas demander, par exemple, la constitution de la nation polonaise, car pour elle, c'était remettre le pouvoir à une élite bourgeoise polonaise. La priorité, c'est d'unifier les revendications, pour le dire vite, du prolétariat universel, et donc découper le prolétariat dans de nouvelles frontières est quelque chose d'inutile. Alors, il y aura ça c'est la théorie très générale, il y aura des inflexions à des moments donnés, j'en reviendrai peut-être tout à l'heure, mais globalement, elle est déjà dans une bataille sur cette question nationale très tôt, à travers la question qu'elle connaît bien, qui est la question polonaise. Elle va ensuite aller à Paris, toujours en exil, en 1893-1894,
des plaques, je ne sais pas si on a à Zurich, je sais qu'il y en a à Paris pour son passage, je vérifierai à l'occasion. Et elle publie toujours un journal à ce moment-là en polonais, à destination donc, des exilés polonais présents sur place. C'est une longue tradition au XIXe siècle à Paris, vous avez beaucoup d'exilés révolutionnaires. Marx lui-même, lorsqu'il était à Paris dans les années 1840, publiait en allemand des textes, vous avez des dizaines de milliers d'Allemands alors présents, et là il y a des Polonais présents aussi en masse, et donc Rosa Luxembourg milite, quel que soit le lieu où elle est, si je puis dire. Mais, et je vais tout de même assez vite vers cette zone géographique qui va quand même être le lieu où elle va intervenir le plus, c'est quand même l'Allemagne. Pourquoi alors se précipiter, je dirais, en Allemagne et vouloir à tout prix se retrouver militant du coup dans la social-démocratie allemande? Et il faut savoir que, ça a été rappelé dans l'introduction, en 1889 a été fondée la deuxième internationale socialiste, la première considérée celle de 1864 à 1872-73, première grande tentative d'associer différents courants socialistes, anarchistes, proudhoniens, divers, dans la première internationale. Et en 1889 se fonde une deuxième internationale, l'internationale des partis socialistes et sociodémocrates. Bon, toute une série de débats, etc. Mais ce qui est important, c'est que rapidement, le parti qui domine en Europe, le plus puissant, et ça va aller croissant jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est le Parti social-démocrate allemand, le SPD, qui prend d'ailleurs ce nom officiel, qu'il a conservé, même s'il a légèrement changé entre-temps, en 1890 au congrès de la Halle. Donc on est dans une période historique où, bon, si je puis dire, l'Allemagne est au centre, enfin si vous regardez une carte vous allez être d'accord, mais l'Allemagne est au centre quand on est à gauche, même si le mot gauche ne s'emploie pas à ce moment-là, dans le sens où on l'emploie nous aujourd'hui, c'est pas une délimitation. C'est clair, c'est plus un parti politique ouvrier indépendant des autres partis qui fait le critère principal à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est le SPD qui compte. Et c'est la raison pour laquelle Rosa Luxembourg, comme d'autres militants, se tournent vers le SPD et vont s'y investir. Alors, vous avez compris par une raison technique, elle fait un mariage blanc pour obtenir la nationalité allemande, etc. Et ensuite, elle devient militante dans le SPD. Il faut bien, parce que sinon on ne comprend pas ensuite la suite, et c'est pas forcément évident dans le contexte aujourd'hui de se remettre ça en tête. Je dis donc le parti est le plus important électoralement, mais c'est aussi un parti modèle. C'est un parti modèle, il y en aura d'autres des partis modèles au XXe siècle dans un tout autre contexte. Rosa Luxembourg, il sera d'ailleurs confronté à la fin de sa vie, mais le SPD est le parti qui a, si je puis dire, une idéologie fixée, le marxisme, notamment après le congrès d'Erfurt de 1891, le parti qui est le plus structuré, le plus hiérarchisé, qui a le plus de militants, qui a des écoles de formation très puissantes, j'y reviendrai parce que Rosa Luxembourg est plein dedans, et pour toute une série de raisons, les socialistes à l'est de l'Europe, à l'ouest de l'Europe, la Grande-Bretagne étant un peu à part, il y a un parti travailliste qui est fondé en 1906 dans des conditions très spécifiques, on ne peut pas construire un parti socialiste en Europe sans se poser la question du modèle allemand. Et évidemment, Rosa Luxembourg, qui elle était confrontée à ces problématiques nationales lorsqu'elle était dans la Pologne, entre guillemets, puisque la Pologne n'existe pas au sens territorial du terme, et pour elle c'est très important d'intervenir là. D'autant que les débats doctrinaux ont lieu avant tout dans le SPD, avant d'essaimer en Europe. Il y a eu tout un débat sur le programme du SPD. Il y a deux textes célèbres de Marx et Engels, qu'on associe d'ailleurs souvent, même s'ils sont distincts chronologiquement, les critiques des programmes de Gotha et d'Erfurt. Programme d'Erfurt en 1891, Engels avait formulé un certain nombre de critiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la mort d'Engels, se passe un événement que, si j'ose dire, pas grand monde n'avait prévu dans les rangs sociodémocrates, c'est que le capitalisme ne s'effondre pas de ses propres contradictions, si je puis dire. Pendant un certain temps, soit pour des raisons politiques. On pensait que telle ou telle organisation, telle ou telle conjoncture permettrait d'aller rapidement vers le socialisme. Je dis ça, vous dites, il est caricatural. Non, à l'époque, vous lisez les textes, il y a une naïveté réelle. Dans les textes, on a l'impression que finalement le capitalisme est un système tellement pourri, permettez-moi l'expression, qu'il va s'effondrer de ses propres contradictions par ses crises et autres. Or, la conjoncture à la fin des années 1890 en Allemagne, c'est une conjoncture de relative prospérité, avec une amélioration toute relative aussi, mais une amélioration de la condition ouvrière. Et quand Rosa Luxembourg arrive dans le SPD en 1898, se pose un grand débat, et c'est comme ça qu'elle va devenir très rapidement connue, car elle va se positionner dans ce débat, et bien finalement, comme le système capitaliste s'est maintenu,
eh bien, ne faut-il pas, après tout, considérer que la voie révolutionnaire, qui est une voie qui était très largement encore envisagée par beaucoup de militants, d'abord parce qu'il y a cette grande tradition de la Révolution française qui est commémorée, c'est par hasard si on a fondé l'Internationale en 1889, c'était pour le centenaire et autres, mais aussi parce que, et là c'est très à la mode dans ma discipline, l'histoire des générations, pensez qu'à la fin du 19e siècle, il y a des révolutionnaires de 1848 qui sont encore vivants. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le père du futur très bon ami de Rosa Luxembourg, c'est Wilhelm Liebknecht, qui est un combattant de 1848 et qui meurt en 1900, donc en 1898, il est encore là. Donc vous avez, entre guillemets, des révolutionnaires en chair qui sont montés sur les barricades et qui participent à ce débat. Faut-il ou pas, justement, renoncer à la voie révolutionnaire? Alors, le débat n'est pas encore, il faut faire attention aux lectures rétrospectives post-révolution bolchevique. Le débat, c'est pas réforme ou révolution d'un seul coup. C'est plus complexe que cela. Mais ce qui est certain, c'est qu'un certain Edward Bernstein, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est l'exécuteur testamentaire d'Engels, c'est une figure théorique qui était un des grands porteurs du marxisme, notamment lorsqu'il était en exil, à nouveau en Suisse, quand la social-démocratie allemande était interdite, il publiait le journal du parti depuis Zurich. Eh bien, Bernstein va publier une série d'articles qui comportent toute une série d'aspects. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir dans le détail là-dessus, mais ce qui est important pour notre propos, c'est qu'il avance l'idée que, il y a une formule très célèbre, mais elle résume bien, le but final n'est rien, le mouvement est tout. Sous-entendu, nous, sociodémocrates, nous avons toujours raisonné sur le mode voie révolutionnaire, objectif socialisme. Désormais, eh bien, comme les choses ne se sont pas passées comme nous l'entendions, eh bien, il faut, entre guillemets, composer avec certaines données de la réalité pour voir ce qu'il est possible de faire dans le cadre du système existant. Et à partir de là, il y a toute une polémique qui s'enclenche dans la social-démocratie allemande, et Rosa Luxembourg va faire ses premières armes, si je puis dire, vraiment au niveau international, dans le cadre de cette polémique-là. Et Rosa Luxembourg publie un texte contre Bernstein, peu après, donc on est dans les années 1899-1900, qui s'appelle « Réforme sociale ou révolution », où Rosa Luxembourg s'affirme, et comme femme, ce qui n'est pas peu de choses à l'époque dans le cadre de la social-démocratie, pour l'anecdote, en 1888-89, lorsque le Parti social-démocrate autrichien a été fondé, il y avait une déléguée femme et s'est fait expulser du Congrès parce que les gens estimaient que c'était trompé de porte, parce qu'elle n'avait pas été là. Pour vous donner une idée des mœurs, si je puis dire, dans les partis à l'époque. Donc, ce n'est pas rien d'intervenir comme femme sur un point théorique qui est le suivant: la voie révolutionnaire radicale reste fondamentalement la voie à suivre, car si le capitalisme peut s'améliorer d'un point de vue conjoncturel, structurellement, il est voué quand même à périr. Et c'est ce qu'on retrouvera, je le dis parce que je suis souvent bavard et je n'ai pas le temps de finir mes propos, donc c'est ce qu'on retrouvera dans tous ces écrits économiques à la veille de la Première Guerre mondiale, notamment dans l'accumulation du capital, l'idée que le capitalisme, malgré tout, ne peut pas tenir éternellement, car il est trop traversé par une série de contradictions. À partir de, je reviens, 1898-99, Rosa Luxembourg, à ce moment-là, noue des liens très forts avec quelqu'un qui s'appelle Karl Kautsky, qui est le grand théoricien du marxisme à l'époque. Il est surnommé d'ailleurs le pape du marxisme, voilà, par analogie avec l'Église catholique. D'ailleurs, c'est amusant de relire ça avec le recul, parce qu'à l'époque, les analogies avec l'Église ne font pas peur. On parle du catéchisme révolutionnaire. On a une espèce d'admiration pour la structuration de l'Église, et on se dit, après tout, nous devons être à la hauteur de la tâche historique que l'Église avant avait faite, etc. Mais bon, qu'importe sur le vocabulaire, Rosa Luxembourg noue des liens avec Kautsky, et ils vont rester très proches sur un certain nombre de points. Et du coup, Rosa Luxembourg représente, si vous voulez, l'aile gauche de la social-démocratie, en incarnant la voie révolutionnaire, mais à ce moment-là, elle est même plutôt dans la majorité, pourrait-on dire, avec des gens comme Kautsky, même si je tiens à le montrer. Un autre événement dans sa biographie, pour ne pas être trop long sur cette première partie, absolument fondamental pour comprendre comment elle va évoluer ensuite. Je le disais, dans l'Europe d'avant 14, dans l'Europe socialiste en tout cas, on pensait avant tout au modèle allemand, au modèle du SPD, et on pensait surtout que les changements sociaux et politiques, alors révolution ou pas, je viens de dire que c'est un débat, mais les changements sociaux et politiques devraient avoir lieu grosso modo en Allemagne, à la rigueur en France où il y a une grande tradition révolutionnaire, ou à la rigueur en Grande-Bretagne où la révolution industrielle, c'est le pays de la révolution industrielle, là où l'industrialisation était la première à se développer le plus.
Donc, même s'il y a des frictions déjà à cette époque-là, parce que les trade unions et le Parti travailliste sont donc un peu en dehors, les futurs partis travaillistes sont en dehors relativement de la logique de l'international. Mais un événement très important, et qui va toucher d'autant plus Rosa Luxembourg que c'est chez elle, si je puis dire à l'origine, va profondément reconfigurer la situation politique. C'est une révolution dont on parle fort peu aujourd'hui, mais qui à l'époque a troublé les consciences, et pas que les consciences socialistes. C'est 1905, c'est la première révolution russe. Alors, là aussi, on pourra détailler longuement, mais pour le dire brièvement, en janvier 1905, manifestation pacifique dans un premier temps à Saint-Pétersbourg, qui dégénère, et ensuite un grand mouvement social et politique est lancé dans toute la Russie, avec notamment l'apparition des premiers conseils ouvriers, en russe on dit soviets. Rosa Luxembourg, à ce moment-là, retourne à Varsovie et va être militante dans l'Empire russe. Elle va être arrêtée, elle manque de peu d'être exécutée, juste après cette arrestation, d'être condamnée à mort. Finalement, elle y échappe, et cet événement de la révolution russe la marque beaucoup, car, pour le dire selon ses propres termes, les masses entrent en mouvement là où finalement on ne les attendait pas, c'est-à-dire à l'est de l'Europe, de là où elle vient, parce qu'encore une fois, elle vient de la Russie, même si elle vient de la Pologne, c'est sous domination. Donc, elle est vraiment très attentive à cela. Et donc, le centre de gravité révolutionnaire se déplace à l'est de l'Europe. Vous avez des textes qui sont pas que de Rosa Luxembourg, mais de toute une série de socialistes qui sont littéralement stupéfaits de ce qui se passe. Vraiment, il y a en plus des barricades qui se dressent dans les rues de Moscou, il y a des affrontements armés, alors qu'on pensait plutôt que justement, comme Bernstein, que le capitalisme c'était un peu, comment dirais-je, un fistolet qui ne s'effondrait pas, etc. Donc c'est tout à fait intéressant de le souligner. Donc là-dessus, l'expérience révolutionnaire russe la marque beaucoup. Elle marque beaucoup de Rosa Luxembourg sur un point tout particulièrement, sur la question de ce que l'on appelle en allemand la Massenstreik, la grève de masse. Parce que la révolution russe est traversée par les conseils ouvriers, mais aussi par une vague immense de grèves qui touche toute l'Europe, notamment l'Allemagne. Et donc, l'usage de la grève doit être discuté comme moyen d'action. Encore une fois, je vous parle de Rosa Luxembourg, sujet du jour, mais l'usage de la grève est une question qui va traverser tous les courants, encore une fois, socialistes à ce moment-là. Et pas l'usage de la grève ponctuelle, mais l'usage de ce que l'on appelle la grève de masse. Alors j'insiste sur le terme, vous allez me dire pourquoi il ne parle pas de grève générale. Eh bien parce que lorsqu'on est dans le domaine francophone, grève générale, ça renvoie à une conception particulière, qui est la grève générale prônée par la CGT française de l'époque, qui est une CGT à dominante, pour le dire vite, anarcho-syndicaliste. Donc qui ne veut pas entendre parler des partis politiques. Alors que Rosa Luxembourg, attention, Rosa Luxembourg est quelqu'un qui reste profondément une femme accrochée à la forme du parti politique. Elle sera toujours membre du SPD, tant qu'elle a pu, évidemment, sauf à la fin de la guerre. Et elle va analyser la grève de masse, c'est-à-dire le fait que, on pourrait dire donc littéralement la grève générale, mais en articulation avec une solution politique prônée par la forme parti. Ça traverse toutes les structures, les syndicats qui sont très reliés au SPD, les syndicats allemands, sont très hostiles à cette forme de la grève, car ils sont traversés par un courant, on va dire majoritairement réformiste, qui refuse la voie révolutionnaire. Donc Rosa Luxembourg, là aussi, comment dirais-je, fait parler d'elle à cette occasion. Et plus les années vont avancer, avant la Première Guerre mondiale, plus elle va représenter, là pour le coup, plus directement, ce que l'on a appelé l'aile gauche de la social-démocratie allemande de l'époque. Grosso modo, il y a trois sensibilités. L'aile gauche autour de Rosa Luxembourg, il y a une aile plus attachée directement à l'antimilitarisme, qui est aussi une grande thématique dans le cadre des hostilités montantes, si je puis dire, avant 1914. Et l'autre figure emblématique, auquel d'ailleurs elle est très attachée, c'est Karl Liebknecht, qui est à l'époque un animateur aussi de la social-démocratie et de l'aile gauche. Donc vous avez ce groupe autour de Luxembourg-Liebknecht, vous avez un centre autour de la figure de Kautsky, que j'ai évoqué tout à l'heure, et entre guillemets une droite du parti autour de figures comme Bernstein. Et entre 1905 et 1914, sur toute une série de sujets, les différents fossés, pourrait-on dire, entre les trois tendances vont se creuser, et là on peut vraiment délimiter toute une série de thématiques plus précises qui animent l'œuvre et l'action de Rosa Luxembourg, et que l'on va retrouver à l'épreuve des faits, pourrait-on dire, au moment de la Première Guerre mondiale.
Je vais détailler là-dessus, mais un point me paraît très important parce que si vous connaissez un peu Rosa Luxembourg, on lui attache un peu souvent l'étiquette de spontanéisme, hein, c'est-à-dire l'appel aux masses en grève, etc., contre le parti bureaucratisé, hiérarchique et autres. Ça fait partie des thématiques qui l'animent, incontestablement, mais en même temps, elle a donné beaucoup de cours. Elle n'a pas été enseignante, évidemment, d'un point de vue scolaire, mais il faut savoir que le SPD, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, avait une école de formation, toute une série d'écoles de formation, pour former les cadres, mais pas former les cadres politiques uniquement à des choses techniques, parce que les écoles de formation dans les partis, ça existe jusqu'à nos jours. Et depuis quelques décennies, c'est essentiellement des écoles de formation sur des tâches techniques, comment gérer une municipalité, par exemple, et typiquement, genre de ça en France. Mais c'est fait partie, les écoles de formation du SPD ont ensuite beaucoup servi à ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de formations sur l'histoire, l'économie politique, la philosophie. Tout ça a été sous le chapeau du marxisme, pourrait-on dire, mais Rosa Luxembourg s'est quand même spécialisée sur un certain nombre de thèmes, et elle a notamment enseigné beaucoup la critique de l'économie politique, pourrait-on dire, c'est-à-dire enseigner les fondamentaux de Marx sur l'économie et d'un certain nombre de traditions marxistes pour faire comprendre aux cadres du parti en formation, aux futurs dirigeants, locaux, intermédiaires, nationaux, comment fonctionnait le système capitaliste d'après la grille marxiste. Et ça, Rosa Luxembourg, c'est une tâche qu'elle prenait particulièrement au sérieux, et il ne faut pas voir ça comme un à-côté. Dans l'Allemagne de l'époque, hein, les origines de la social-démocratie allemande et d'ailleurs autrichienne, donc des pays germanophones, eh bien, la formation, le mot Bildung en allemand, c'est pas que la formation, genre avoir quelques cours, c'est vraiment très profond, c'est formation, éducation, culture et autres. Et ce qui fonde l'autonomie de la social-démocratie allemande comme parti ouvrier par rapport aux autres partis politiques, c'est notamment cette question de la formation. Et il y a un enjeu stratégique, c'est pas genre, oui, on laisse à l'aile gauche du parti de faire quelques cours parce que, vous voyez, ça permet de les placardiser. Non, il y a un enjeu politique, il y a une bataille pour qui va donner les cours sur un certain nombre de sujets. Et le fait que Rosa Luxembourg ait donné des cours d'introduction à l'économie politique ce n'est pas un hasard. Alors je précise, parce qu'on parlait des œuvres tout à l'heure, pour ceux qui voudraient ensuite aller voir plus de détails, donc il y a l'accumulation du capital, sur lequel je reviendrai à la fin, en 1913, ça a été publié à l'époque, ça donnait lieu à des discussions intéressantes de Rosa Luxembourg, mais ces cours à elle, ils ont été réunis ensuite post-mortem dans un volume que l'on a coutume d'appeler donc Introduction à l'économie politique. Donc on peut voir comment même ces cours étaient donnés, etc. Donc c'est assez intéressant. Ça donne d'ailleurs une idée plus large même de ce que l'on pouvait lire et comment on pouvait critiquer d'un point de vue marxiste les économistes de l'époque. Donc c'est vraiment cette dimension de la formation est tout à fait importante. Elle a d'ailleurs donné des cours de formation, on a publié aussi un autre volume sur toute une série de sujets, mais je n'insiste pas là-dessus. Alors, je voudrais dire quelques mots sur d'autres thématiques qui traversent son œuvre entre 1905 et 1914 notamment, avant de passer au point chaud qui est, si je puis dire, 1914-1919. Je le disais sur la question nationale, elle n'a jamais cru dans ce qu'on appellera après la Première Guerre mondiale, notamment dans la bouche de Lénine, l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire, elle n'était pas pour laisser se constituer des États-nations ou des petits États, appelez-les comme vous voulez, parce que selon les configurations c'est très complexe, parce qu'elle pensait que ça allait être récupéré par les élites bourgeoises, pour le dire. Néanmoins, un texte qui en allemand n'avait jamais été publié en intégrale, il a été publié en intégralité, pardon, il y a juste un an, La question nationale et l'autonomie, 1908-1909, elle évoque des possibilités d'autonomie au sein d'un empire. C'est-à-dire qu'à la rigueur, et elle n'était pas le seul à penser cela, vous avez une tradition qu'on appelle austro-marxiste, qui était la tradition autrichienne. Alors, c'est pas du tout la même que Rosa Luxembourg, parce qu'elle n'est pas d'accord sur une série de points, mais je ne le détaille pas. Mais en tout cas, il faut bien voir que pour une série de militants de cette époque-là, la liberté des peuples dans toute une série de cadres, ça peut passer par conserver d'une certaine manière les structures impériales pour les transformer en république, en grandes structures républicaines par exemple, mais ne pas fragmenter en myriades de pays l'Est de l'Europe, ce qui en plus est une question intéressante quand on voit ce qui a pu se passer à d'autres époques ensuite.
Et ça, c'est une idée forte, qui vient d'ailleurs de 1848. D'ailleurs, au moment de la Révolution de 48 en Suisse, ces idées-là traversent la partie germanophone. Il y avait l'idée de réunir tous les Allemands dans une grande république allemande. Dans les premières réunions de ce qu'allait devenir la social-démocratie allemande, il y a des Suisses, des Autrichiens, etc. Il y a des gens qui parlent l'allemand. L'idée de réunir. Donc, ces idées-là sont présentes et ne sont pas insensibles à Rosa Luxembourg. Il faut le dire parce qu'on la caricature un peu parfois là-dessus. Du point de vue de ce qu'elle écrit, donc je n'ai pas le temps de tout détailler, j'ai contribué à publier donc, les textes sur le socialisme français, pour le dire vite. Rosa Luxembourg est quelqu'un qui est très remonté contre Jean Jaurès, parce que Jean Jaurès lui apparaît comme un républicain mal décroché des traditions bourgeoises, alors que pour elle, vraiment, la social-démocratie allemande doit être quelque chose sur une base de classe autonome du monde bourgeois. Mais en revanche, un thème sur lequel elle se retrouve un peu avec Jean Jaurès, certains socialistes français et d'autres socialistes européens, c'est la question de la guerre, avant même qu'elle se déclenche, de la crainte d'une guerre en Europe. Jean Jaurès n'a pas du tout la même analyse des contradictions du capitalisme, de l'impérialisme que Rosa Luxembourg. Néanmoins, Rosa Luxembourg se trouve en accord sur un certain nombre de points dès qu'il s'agit de faire en sorte de mener des campagnes antimilitaristes dans une perspective d'éviter la conflagration générale. Ça, c'est un point important de son œuvre entre 1907 et 1914. Elle mène d'ailleurs des campagnes dans le cadre de l'internationale socialiste. Dans les congrès internationaux, elle est une des plus virulentes à monter au front là-dessus. Et elle va être d'ailleurs une des plus virulentes à vouloir toujours agiter un certain nombre de thématiques dans le Parti social-démocrate. Je prends un exemple, et d'ailleurs c'est l'exemple qui provoque sa rupture avec Kautsky. Comme je disais, elle était dans la gauche du parti, mais elle était dans une stratégie d'être majoritaire, donc d'essayer de pousser le centre vers ses idées. Et il y a une question qui se pose, qui est tout à fait en lien avec les points que j'ai évoqués avant, et qui sont très importants dans la mentalité, si je puis dire, des sociodémocrates allemands de l'époque, c'est la question, faut-il ou pas continuer, d'un point de vue politique, à réclamer une république? Parce qu'évidemment, en France, c'est la Troisième République, donc souvent les socialistes français, eux, disent on a une république bourgeoise, c'est pas génial, mais on s'appuie sur les premiers acquis républicains pour les tirer vers le socialisme. C'est la perspective majoritaire du socialisme français. En Allemagne, c'est un empire encore, c'est l'empire Guillaume II, etc. Formellement, la social-démocratie réclamait, comme condition minimale pour aller plus loin ensuite, de créer une république, la forme politique républicaine. Bien. Or, qui dit faire de l'agitation politique pour la forme politique républicaine, dit potentiellement interdiction, ce serait beaucoup dire, plutôt en 1910, ils avaient un rapport de force favorable, mais en tout cas, vous pouvez tomber sous le coup de la loi, tout simplement, parce qu'il n'est pas permis de demander une république. Or, beaucoup de ces militants, je l'ai dit, ne serait-ce qu'à travers la trajectoire de Rosa Luxembourg, ont une peur bleue de retomber dans la clandestinité, dans l'exil, dans tout ce qu'ils ont traversé avant. Alors, Rosa Luxembourg, elle, comme je l'ai dit, elle disait elle-même qu'elle finirait dans une bataille de rue au bagne, donc elle y allait, si je puis dire, à fond, il n'y a pas de problème. Donc, elle demande à ce que le Parti social-démocrate fasse une grande campagne sur la forme républicaine en 1910. Et c'est ça qui provoque sa rupture avec la majorité du parti L-Centre qui lui dit non. Ça se traduit par le refus de publication d'un article dans la Neue Zeit, qui est la grande revue théorique de l'époque, qu'importe les détails. Et donc à partir de là, elle va se retrouver au sein d'un noyau, à partir de 1910, de gauche, très antimilitariste, très remonté contre la droitisation de la social-démocratie, qui commence à poser des jalons, et ça c'est un des traits de Rosa Luxembourg originaux pour son époque, sur l'anticolonialisme. Alors certes, l'Allemagne n'est pas la plus grande puissance coloniale, mais c'est une puissance coloniale quand même à 14, le Cameroun, etc., un certain nombre de pays, et une partie de la social-démocratie avait accepté le fait colonial, comme toute une série de socialistes européens. Donc, Rosa Luxembourg est une des premières à avancer sur l'idée, qui sera ensuite banale, de défendre la liberté et l'indépendance des peuples colonisés. Alors, il n'y a pas de grand texte théorique là-dessus, parce qu'elle est évidemment, enfin, ça c'est mon interprétation, elle est gênée par cette question. Parce que si on ne demande pas de faire éclater les empires en Europe, parce qu'on craint qu'il y ait des nouvelles nations avec des nouvelles bourgeoisies, quid, si je puis dire, de la question coloniale. Mais en tout cas, elle tient des propos anticoloniaux, ce qui pour l'époque, non seulement est très dangereux pour votre pomme, si je puis dire, mais en plus est minoritaire dans les rangs du socialisme européen.
Si vous prenez la totalité de son œuvre, absolument tout lu, il y a eu quand même une grande partie, si vous la comparez à d'autres auteurs de l'époque, ou même à Marx, puisque elle s'inscrit vraiment dans la tradition marxiste, faut voir qu'elle est, je le disais en introduction, hein, elle se prétend donc un peu à cheval sur différents domaines, mais en même temps, si vous prenez notamment ses textes sur le socialisme français ou d'autres, ce n'est pas quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'elle analyse une situation politique, elle écrit beaucoup de textes d'actualité politique, comment dirais-je, l'arrière-plan historique, qui est par exemple très présent chez Marx, pour ceux qui connaissent, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, ou les luttes de classe en France en 1948. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour le dire très vite, ces textes de Marx sont des textes d'actualité sur les révolutions de 1848, mais qui ont une grande profondeur historique. Alors je ne dis pas il a été consulté des archives, historiens, donc j'aime bien ça, non pas du tout. Il a une profondeur historique dans le sens, il essaye de comprendre comment par exemple la tradition napoléonienne renvoie à des traditions antérieures, la monarchie absolue, etc. Donc, la continuité de l'État, comme on dit encore aujourd'hui en France, donc voilà, et cette profondeur. Et c'est vrai que Rosa Luxembourg, elle, n'a pas, à mon avis, c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais elle n'a pas cette profondeur historique-là lorsqu'elle traite d'un certain nombre de propos, ce qui lui fait peut-être sous-estimer justement la question des nationalismes en Europe de l'Est. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Par exemple, quelqu'un qui est dans la gauche de la social-démocratie allemande, qui est une grande figure très célèbre à l'époque, qui est ensuite relativement tombé dans l'oubli, même si c'est un des membres fondateurs du Parti communiste allemand, Franz Mehring. Franz Mehring, et lui, est quelqu'un qui a beaucoup plus écrit sur l'histoire allemande. Il était même un de ceux qui, dans les écoles du parti, enseignaient l'histoire. Donc il faut souligner un peu son statut un peu particulière de Rosa Luxembourg. Et à la rigueur, si on voulait faire des catégories, comme il en existe maintenant, et comme il commence à en exister à l'époque dans le cadre de la structuration du champ universitaire, Rosa Luxembourg est malgré tout plutôt une économiste du parti. Parce qu'elle est en revanche tout à fait au front, si je puis dire, sur le terrain des questions économiques. Je ne reviens pas sur, je les évoquerai plutôt à la fin du coup, les débats avec les bolcheviks et les sociodémocrates russes. Je vais en venir à cette question plus précise, justement, de Rosa Luxembourg, un peu économiste. Alors encore une fois, économiste dans un cadre très particulier. Je le rappelle, je le redis parce que c'est exceptionnel pour l'époque, elle a tout de même publié, elle a publié d'ailleurs juste après, une thèse sur le développement industriel de la Pologne en 1897, en allemand. Et ce qui est intéressant dans ce travail, bon, c'est une thèse très spéciale, spécifique, avec des données, elle essaie de comprendre si le capitalisme s'étend aux régions périphériques hors Allemagne, Grande-Bretagne, France. Parce qu'une des grandes questions, c'est de savoir jusqu'où les capitaux vont être investis, jusqu'où l'industrialisation va-t-elle être poussée. Et d'ailleurs, si vous regardez par exemple Lénine à la même époque, grosso modo, il écrit un texte qui était très célèbre ensuite, le développement du capitalisme en Russie. Donc tous ces militants d'Europe de l'Est, je n'ai pas trop le terme parce que c'est un peu englobé, vous voyez ce que je veux dire au moins, s'intéressent beaucoup à la question de est-ce que la Pologne, la Russie, tous ces pays vont être touchés par la même vague d'industrialisation, touchés la Grande-Bretagne quelques décennies plus tôt, etc. Donc ça c'est un des grands points qui l'anime. Et d'ailleurs, si vous regardez Réforme sociale et Révolution en 1898-99, certes, elle réaffirme la voie révolutionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle réaffirme au nom de quoi? Elle réaffirme au nom du fait que le capitalisme est un système voué à l'autodestruction par ses crises internes. Donc c'est d'un point de vue, entre guillemets, d'économiste qu'elle avance. Je voudrais maintenant donc dire plus précisément quelques mots sur son grand ouvrage d'économie. Alors je ne suis pas économiste, donc certains d'entre vous pourront certainement me reprendre pour tout cela, mais ce qui me paraît intéressant, c'est la façon dont elle présente les choses en lien avec l'éducation, les cours qu'elle a donnés sur l'économie dans la social-démocratie allemande entre 1906 et 1913. Donc l'accumulation du capital, c'est son grand ouvrage, je le disais, publié en 1913, qui a fait parler de lui. Il y a toute une réception dans la social-démocratie, dans le socialisme international. On pourrait y revenir éventuellement tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est comment elle prétend renouveler et prolonger l'œuvre de Marx. Alors l'œuvre de Marx, je ne vais pas vous résumer les 3 livres du Capital en 3 minutes, ce n'est pas possible, mais pour vous le dire quand même rapidement, il y a un état éditorial qui est très important à comprendre, sinon on ne voit pas pourquoi ils vont se prendre la tête ensuite sur tel ou tel point.
Le livre 1 du Capital, le plus célèbre, où le dernier chapitre porte sur l'accumulation primitive du capital, est un premier livre de cette vaste œuvre que Marx n'a jamais achevée, mais ce premier livre a été publié du vivant de Marx. Donc Marx a relu lui-même le manuscrit, après il a relu la traduction française. Donc ça, c'est un texte de Marx qu'on ne peut pas dire, Marx a dit que, il n'a pas voulu vraiment dire ça, mais Marx il a dit ça, il a relu. Pour ce qu'on appelle les livres 2 et 3 du Capital, notamment sur la question de l'accumulation, qui va intéresser Rosa Luxembourg. Ce sont des manuscrits que son ami Engels a triés, puis publiés sous forme de livres. Donc il y a encore des polémiques, encore aujourd'hui, sur est-ce que Engels a trahi Marx en publiant les manuscrits. Pour vous donner un indice, nous venons enfin, pas moi du tout, je ne suis pas dedans, mais nous, la communauté humaine, nous pouvons avoir accès aux manuscrits, puisqu'ils ont réussi à se mettre d'accord, ça fait depuis, le débat avait commencé à l'époque dont je vous parle, il s'est terminé il y a un an à peu près. Nous avons tous les manuscrits du Capital, originaux en allemand, évidemment, pour pouvoir tout comprendre, des subtilités, c'est vraiment être grand spécialiste, mais pour vous dire à quel point cette question des manuscrits est importante, et par conséquent, les interprétations, elles, sont infinies, puisque vous pouvez toujours dire que Marx, c'est un manuscrit inachevé, donc il faut le reprendre sur tel ou tel point. Et Rosa Luxembourg pointe notamment une contradiction que je résumerai de façon un peu caricaturale, mais qui est quand même très claire dans l'accumulation du capital, dans l'œuvre de Marx. Alors, certains schémas de Marx, notamment dans le livre 2, qui sont fondés sur des exemples numériques très précis, semblent prouver la possibilité d'un développement, pourrait-on dire, indéfini du capitalisme. C'est-à-dire d'une accumulation du capital qui n'a pas d'entrave, pas de limite, à condition que soit respecté un certain nombre de proportions dans les deux grandes sections de la production que reconnaît Marx. Je vais y revenir juste après. Mais en même temps, si vous prenez d'autres passages de l'œuvre économique de Marx, et ça vous le savez, je dirais, parce que même si vous n'avez pas lu, c'est des choses qui sont souvent avancées, Marx insiste beaucoup sur les contradictions, je dirais, intérieures, immanentes du capitalisme, qui est voué à périr de ses crises, etc. Crise périodique dont il peut se relever, mais néanmoins, système qui, à terme, devrait périr de ces crises. C'est d'ailleurs cette idée-là vulgarisée qui a été reprise dans les années 80-90, d'où la croyance politique pendant longtemps qu'il suffirait de faire entre guillemets la révolution pour se substituer aux crises du capitalisme. Donc, je disais, Marx reconnaît deux grandes sections. Il y a une section 1, qui est la section la plus célèbre, la production des moyens de production, et la section 2, qui est celle des moyens de consommation. Et dans chaque section, le produit global se décompose comme suit. Alors, je fais juste très rapidement, pour ceux qui connaissent certainement ça très bien. Le capital constant, le capital variable, et ce qu'on appelle la plus-value, ou la survaleur, selon comment vous traduisez mer verte, mais c'est un autre débat. Plus-value et un immense mérite d'être plus connu que survaleur. Le capital constant représente machines, bâtiments, matières premières. Le capital variable représente la somme des salaires payés au cours de l'année. Et la plus-value, c'est le plus célèbre, la somme totale des plus-values obtenues par les capitalistes individuels sur le dos des salariés. Bien, ça c'est la base. Donc, pour élargir la concurrence qu'ils se font entre eux, les capitalistes sont obligés, d'après le schéma de Marx pour le dire vite, d'élargir sans cesse la base de leur production. Mais au lieu de consommer la plus-value tout entière, ils en réinvestissent une partie à la fois dans le capital constant et le capital variable. Et c'est là le point de départ de l'accumulation. Et Rosa Luxembourg expose tout cela, ce schéma-là, en insistant justement sur la contradiction qu'il y a entre la possibilité, comment dirais-je, d'après elle, d'après sa lecture, du capitalisme qui continue donc à accumuler sans cesse, et en même temps ces crises qui le menacent à tout instant. Et elle rapporte cela au monde qu'elle connaît, elle, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et elle décrit, et c'est peut-être là, avis personnel encore une fois, ce qu'il y a de plus intéressant dans cet ouvrage, je dirais, des luttes historiques du capital pour pénétrer et détruire les formes économiques que l'on peut qualifier de pré-capitalistes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça renvoie à cette obsession qu'a Rosa Luxembourg, qu'a Lénine, qu'ont un certain nombre de figures, entre guillemets, orientales, de savoir jusqu'où l'extension du capitalisme va se développer dans les pays coloniaux, dans les pays non industrialisés, etc. Et donc, Rosa Luxembourg constate que l'extension touche ces formations, entre guillemets, pré-capitalisme, avec une destruction de l'économie naturelle. Économie naturelle, c'est-à-dire, si on prenait l'exemple français, c'est-à-dire tout ce qui était un peu mode
ce qui peut tourner autour des biens communaux, des communautés rurales traditionnelles et autres, eh bien le capitalisme pénètre progressivement là-dedans. C'est intéressant parce que, je fais une parenthèse, parce que je n'aurais pas le temps de venir à la fin sinon, si Rosa Luxembourg est assez connue aujourd'hui en Amérique latine, et lue et travaillée, parce qu'il y a ces textes qui résonnent justement, vous savez, les luttes des sans-terres, etc., comment ils résistent à l'emprise du capital, donc est-ce que le capitalisme pénètre même dans ces domaines, donc c'est ces textes-là qui sont aussi lus, plus d'ailleurs dans d'autres géographies du monde que chez nous, pour des raisons précises de description. Si on relit, c'est vrai que ça fait penser, c'est une chose de genre. Donc destruction de l'économie naturelle, et on arrive à la conclusion que le capital, globalement, impose sa domination absolue. Donc phase impérialiste de l'accumulation qu'elle détaille de façon assez détaillée. Alors, à cela, elle accole, pourrait-on dire, une conclusion qui est, que ses adversaires qualifient d'une conclusion catastrophiste. C'est-à-dire qu'elle pense que le capitalisme va, malgré tout, s'effondrer de ses propres contradictions, car une fois qu'il aura terminé son emprise sur le monde entier, vous allez me dire, ça peut paraître un peu naïf, parce que même à un siècle de distance, d'une certaine manière, ce qui se passe en Amérique latine montre que les choses sont plus complexes, mais il faut bien se mettre dans la tête de ce qu'est le monde de quelqu'un qui est né en 1871 et qui a 30-40 ans en 1910. Le monde change de base, pas forcément dans le sens du champ international, mais change de base d'un point de vue économique. C'est absolument spectaculaire l'extension coloniale et l'extension économique dans des régions comme l'Europe de l'Est. Donc on pense vraiment que le capitalisme est en train de réaliser son emprise finale. Donc elle est toujours sur une dynamique, encore une fois qu'on peut qualifier de catastrophiste. Elle pense dans le sens suivant, il y aura une explosion inévitable qui pourra se traduire notamment par une guerre et le déclenchement de nouvelles révolutions. Alors, vous allez me dire en 1913, c'est génial, il y a la guerre en 1914, il y a la révolution en 1917, donc évidemment ça va donner une certaine force à ses arguments, en tout cas à ses convictions, vu ce qui va se passer après. Mais au demeurant, il y a une réception très contrastée de cet ouvrage sur l'accumulation du capital en 1913. Pour le dire extrêmement vite, Rosa Luxembourg est en concurrence avec un autre économiste, avec les mêmes ambiguïtés sur le terme économiste, qui est lui autrichien, très influent dans la social-démocratie autrichienne et au-delà, qui a écrit un ouvrage sur le capital financier en 1910, qui est Hilferding. Alors Hilferding, aujourd'hui, vous dites, c'est qui, ouais, voilà, vous dites, ouais, Hilferding, non, voilà. Et Hilferding, à ce moment-là, son ouvrage sur le capital financier en 1910 va occuper le devant de la scène dans le cadre du socialisme européen et être très débattu sur un certain nombre de points. Il essaie de définir ce qu'est l'impérialisme, y compris le mot est ancien, le mot impérialisme, c'est un mot à l'origine française qui était plus ou moins synonyme de bonapartisme, qui a ensuite évolué jusqu'à désigner une formation économique et politique particulière dans le cadre du vocabulaire marxiste. Mais l'impérialisme, analyse Hilferding, est un fait économique nouveau, opposé au libéralisme, on va dire au libre-échange, qui a eu cours notamment au XIXe siècle, et Hilferding met l'accent sur l'importance notamment de l'exportation des capitaux bancaires, sur la politique protectionniste des États à l'époque, et sur ce que ce protectionnisme peut provoquer comme concurrence entre États, avec la question des monopoles, qui est fondamentale dans son argumentaire. Pourquoi je vous parle de ça? Pas uniquement pour vous dire, regardez, on fallait parler d'économie, donc je vous en parle. Non, parce que ça a des conséquences politiques très importantes aussi. Hilferding, ses théories à lui sont par exemple reprises par Lénine dans un texte très célèbre, qui est écrit peu après, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Je dis ça parce que ça faut induire un peu de complexité, c'est pas toute l'aile gauche qui est d'accord, etc. Non, parce que Hilferding est plutôt un Autrichien, on dirait, au centre, d'un point de vue politique, et Lénine reprend ses analyses à lui pour en tirer un certain nombre de conséquences politiques. En termes d'analyse politique, qu'est-ce que cela implique? Alors sur la question des monopoles, il faut voir que les théories d'Hilferding permettent de considérer qu'à terme, il y aurait un monopole unique qui permettrait d'annuler la concurrence entre les États et donc d'éviter la guerre. Et il y a une croyance très forte chez un certain nombre de sociodémocrates que l'on va pouvoir éviter la guerre grâce à cette nouvelle configuration du capitalisme. Vous allez me dire, c'est pas bien vu, c'est un autre problème. C'est quelque chose qui est débattu d'un point de vue politique. L'autre conséquence politique que l'on peut tirer des théories d'Hilferding, c'est l'idée que comme il y a un capital financier spécifique, une partie de la bourgeoisie pour le dire vite,
eh bien, il suffirait d'isoler politiquement et économiquement cette partie de la bourgeoisie, financière, pourrait-on dire, pour ensuite passer des alliances et réaliser un socialisme graduel par étapes. Évidemment, Rosa Luxembourg, qui elle est dans une perspective pas du tout graduelle et pas du tout par étapes, conteste ces assertions. Donc ça me paraît important de restituer cela. Donc ce débat économique anime les courants sociodémocrates à l'époque. Tout ça va changer profondément avec la Première Guerre mondiale. Quelques mots donc quand même sur la Première Guerre et sur ce qui va se passer à ce moment-là et les réactions de Rosa Luxembourg, et je terminerai quand même sur sa polémique avec les bolcheviks sur la question de la liberté en révolution. En 1914, à la stupeur générale, même si des indices le montraient très clairement, les sociodémocrates allemands, les socialistes français et les sociodémocrates autrichiens, même s'ils ne votent pas, mais tout le monde se rallie à ce qu'on a appelé l'union sacrée en France, c'est-à-dire on se rallie avant tout à sa nation, avant de se rallier, pourrait-on dire, à sa classe sociale ou à la solidarité entre les peuples. Et Rosa Luxembourg va faire partie des militants révolutionnaires qui vont critiquer cela fermement, presque dès le départ, et s'opposer à l'idée qu'une nation doit combattre une autre au nom d'intérêts supérieurs. Là, on retrouve, encore une fois, une thématique qui lui est chère, qui est l'antinationalisme, c'est-à-dire, au-delà des frontières, une solidarité internationale. Rosa Luxembourg va, pour ses propos antimilitaristes qui lui avaient valu déjà quelques complications dans le Parti social-démocrate avant 1914, et bien là, vont lui valoir de la prison en Allemagne dans le cadre de la guerre, et dans le cadre de la guerre, vous ne pouvez pas faire de propagande antimilitariste. Elle va publier en 1915, de sa prison, une brochure qui s'appelle « La crise de la social-démocratie » sous pseudonyme, et elle va rester pendant plusieurs années enfermée, mais continuant à essayer de comprendre comment on est arrivé là, c'est-à-dire comment, en 1914, les sociodémocrates ont pu se rallier à l'effort national, alors même que l'international, je dis international en 89, littéralement, c'est pour faire la paix entre... c'est internation, c'est pour faire la paix entre les nations. Comment se fait-il qu'on soit arrivé au contraire de ce qui avait été proclamé en 1889? Et ce qui va, comment dirais-je, l'intéresser plus particulièrement, c'est ce qui va se passer ensuite en 1917, à l'occasion de la Révolution russe, puis en 1918, lorsqu'il va y avoir quand même une révolution dans son propre pays, l'Allemagne. Et c'est là qu'il y a un débat avec les bolcheviks que je voudrais brièvement exposer. Bon, Rosa Luxembourg reste en prison, jusqu'à la fin de la guerre, mais a connaissance d'un certain nombre d'informations et écrit des choses déjà sur ce qui se passe en Russie en 1917-1918. Il faut savoir qu'elle a écrit une brochure assez célèbre, critique des bolcheviks, qui s'appelle La Révolution russe, mais ça a été publié après sa mort. C'est important parce qu'elle n'a pas publié de son vivant, donc les critiques ont pris pour des raisons de solidarité dans le contexte politique de l'époque. Alors, les bolcheviks, lorsqu'ils prennent le pouvoir, avec une conception particulière de la prise du pouvoir, que certains qualifient d'un coup d'État, même s'il est appuyé par un soutien populaire, notamment dans le cadre des soviets, eh bien, les bolcheviks proclament deux choses en 1917-1918, dans le contexte de l'horrible boucherie qu'est la Première Guerre mondiale: décret sur la paix, décret sur la terre, qui leur permettent stratégiquement de gagner du temps, parce que le décret sur la terre, c'était donner la propriété aux paysans, ce qui, d'un point de vue marxiste, n'allait pas forcément de soi. Une des questions qui pose problème à Rosa Luxembourg, c'est ce fameux décret sur la terre, par exemple. Est-il pertinent de donner la propriété aux paysans, alors que l'on risque de consolider l'esprit de propriété chez les paysans? Or, si on veut aller vers un régime socialiste, il ne faut pas consolider cette petite propriété-là. Donc ça, c'est un débat que Rosa Luxembourg a avec les bolcheviks. Elle est dubitative sur le mot d'ordre de Lénine. Le mot d'ordre de Lénine est là pour briser l'empire russe et les empires d'Europe centrale et orientale. Autodétermination des peuples. C'est-à-dire, tout ce que je dis tout à l'heure, l'idée qu'une nation puisse se constituer, etc., pour faire éclater un empire. Mais surtout, elle va être extrêmement dubitative sur un certain nombre de mesures politiques répressives, compris les bolcheviks, dès la fin de l'année 1917 au début de l'année 1918. Elle est très critique sur un certain nombre d'exécutions perpétrées par les bolcheviks au début de l'année 1918, tout un débat aussi sur l'Assemblée constituante,
une assemblée constituante qui a été élue au début de l'année 1918, après la révolution russe, qui a été dispersée manu militari par les bolcheviks, donc il y a tout un débat là-dessus. Et de manière générale, Rosa Luxembourg reproche aux bolcheviks non pas de ne pas respecter les formes parlementaires classiques, parce que vous l'aurez compris, Rosa Luxembourg est quelqu'un qui critique profondément ce qu'elle appelle le parlementarisme bourgeois, c'était un des enjeux du débat avec Jean Jaurès, mais elle reste attachée à toute une série de processus électifs, et elle n'est pas en accord non plus avec les bolcheviks sur le rôle que doivent avoir les soviets. Elle défend par exemple, en toutes circonstances dans cette brochure, c'est pour ça qu'il y a une grande postérité dans les courants entre guillemets gauchistes, en France notamment, mais pas qu'en France, en Allemagne aussi, sur le thème Rosa Luxembourg, c'est la liberté contre la dictature, pour le dire vite. Et c'est vrai que dans cette brochure sur la Révolution russe, vous trouvez l'affirmation selon laquelle, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, parce que l'argument des bolcheviks pour prendre des mesures coercitives, c'est pas prendre des mesures coercitives en soi, ils disent c'est temporaire, c'est parce qu'on fait face à une guerre civile interne, etc. Et Rosa Luxembourg, elle, défend le principe d'élection générale, de liberté de la presse et d'assemblée, quel que soit le contexte, pourrait-on dire. Et de ce point de vue-là, elle est très critique des bolcheviks, même si elle reste dans sa brochure en solidarité avec le processus global. Et je terminerai vraiment là-dessus pour laisser quand même place à la discussion. Rosa Luxembourg ne se contente pas doctement d'écrire une brochure sur la Révolution russe, elle est une actrice des processus révolutionnaires à la fin de la guerre, à tel point qu'elle va en mourir. Donc il faudrait quand même dire quelques mots sur la façon dont tout cela se termine. Il y a une révolution en Allemagne qui n'a pas la même portée que la révolution russe, mais à la fin de l'année 1918, dans un cadre de débâcle militaire, 2 jours avant l'armistice du 11 novembre, le 9 novembre 1918, on regarde de la défaite de l'Allemagne évidemment, la République est proclamée. C'est pas rien la République, parce que la République, ça vient de tout ce que vous avez dit, 1848, ça avait fait beaucoup de débats dans l'Empire et autres. Mais le problème, je vais résumer à grands traits, c'est que 2 républiques sont proclamées en même temps dans Berlin. Une république socialiste par Karl Liebknecht, proche de Rosa Luxembourg, et une république tout court, si je puis dire, une république parlementaire, plus classique et haute, par Friedrich Ebert, qui représente la majorité du Parti social-démocrate, et Friedrich Ebert sera, comme vous le savez peut-être, le premier président ensuite de la République de Weimar. Donc il y a une opposition très ferme qui recoupe en grande partie les lignes de clivage que je vous avais évoquées pour l'avant 1914, même si recoupe imparfaitement, et qui va se terminer fort mal en janvier 1919. Qu'est-ce qui se passe pour le dire très vite? À partir de 1917, il y avait une grande scission du SPD. Tous ceux qui étaient contre la guerre s'étaient réunis dans l'USPD, et une frange de cette USPD, avec d'autres groupes de gauche opposants, vont se regrouper pour fonder ce que l'on va appeler le Parti communiste allemand à la fin de l'année 1918, au début de l'année 1919. Parti communiste qui se situe évidemment en solidarité avec la révolution bolchevique. Solidarité qui n'est pas, comment dirais-je, totalement sans critique, regardez ce que Rosa Luxembourg disait, ce que je décrivais à l'instant, mais solidarité quand même. Et dans un contexte de débat sur fallait-il une insurrection ou pas pour prendre le pouvoir en janvier 1919, eh bien il va y avoir une insurrection à Berlin mi-janvier 1919 lancée par ceux qu'on appelle les spartakistes, c'est-à-dire les communistes allemands. Ils avaient pris ce nom de Spartacus, la révolte des esclaves sous l'Antiquité, et cette insurrection va être réprimée par la social-démocratie, qui est à ce moment-là, qui vient entre guillemets d'arriver au pouvoir dans le contexte de débâcle militaire, et la social-démocratie allemande, la majorité, l'ex-majorité du SPD, ou une grande partie d'entre elles, va assumer de faire appel au corps franc, ceux qui reviennent au front militaire, qui donc sont armés, etc., faire assumer de la répression, comment dirais-je, au nom du respect de l'ordre dans le cadre de l'Allemagne de l'époque, c'est-à-dire république oui, mais république socialiste sur le modèle soviétique, non. Et la répression est terrible, et c'est à ce moment-là que Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht et quelques autres spartakistes sont assassinés dans les rues de Berlin et leurs corps jetés dans la Spree. Bon, l'image est célèbre, mais qu'importe. Si vous voulez faire revivre tout cela de façon un peu moins laconique que ce que je viens de faire, vous lisez un roman qui, on peut pas, parfois un peu étrange par son aspect, vous lisez Döblin, Une révolution allemande, qui, bon, c'est très glauque, ça, pour vous distraire, c'est pas du tout... En plus, il écrit ça après la victoire des nazis, donc il se remémore toute la longue tragédie de l'histoire allemande. C'est absolument terrible, mais c'est extrêmement bien. Bon, c'est une
très belle plume, et il met en valeur. Excusez-moi, vous pouvez répéter le nom de l'auteur? Mais bien sûr, Alfred Döblin. D-O. D'accord. Non, mais pas de problème. On n'a rien entendu, c'est pour ça. Ah, je ne parle pas assez fort. Bien. Non, mais. Pas de ou trop vite, c'est un autre problème. Bien, donc lisez Döblin si vous voulez avoir une vision un peu romancée, mais qui donne bien l'atmosphère de l'époque. Et par ailleurs, oui, sur Rosa Luxembourg, après, il faut savoir qu'il y aura tout un enjeu, je vais m'arrêter, hein, parce que là, je dis à chaque fois que je vais m'arrêter, tout un enjeu sur son héritage politique. Vous aurez compris que c'était une figure de premier plan. Il y a cet enjeu très fort du débat avec les bolcheviks sur liberté, élection générale et autres, et cet enjeu sur le spontanéisme, l'appel aux masses, l'appel à la grève contre les organisations structurées. Et il faut savoir que lorsque Staline consolidera son pouvoir en URSS, ce qu'on appelle le luxembourgisme, c'est-à-dire l'idée de reprendre les idées de Rosa Luxembourg d'un point de vue un peu canonique et autres, sera condamné officiellement, sera passible de répression. Donc ça fera partie avec le trotskisme et toute une série de variantes, des possibilités de faire envoyer, si je puis dire, dans un camp de concentration. Mais voilà. Et Rosa Luxembourg reviendra ensuite, si je puis dire, à la mode, hein, dans les années 60-70, dans une Allemagne divisée. C'est très intéressant de regarder qu'elle sera à la fois mise en valeur par les groupes d'extrême gauche en RFA, en Allemagne de l'Ouest, et en même temps en RDA, l'Allemagne donc pro-soviétique, elle tentera, après l'avoir condamné dans ses premières années, de mettre en valeur les premiers communistes allemands, et donc c'est à partir de là qu'on va notamment lancer les œuvres complètes, enfin, qui ne sont pas très complètes à l'époque, compte tenu des censures, mais qui sont quand même importantes, publiées. Donc il y aura un enjeu très important dans la gauche allemande, et c'est pas un hasard, et je m'arrête pas moi là-dessus, si la fondation politique, vous savez que les fondations en Allemagne jouent un rôle très important dans la vie politique, enfin beaucoup plus qu'en France en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est ici exactement, mais la fondation de Die Linke, qui est le parti qui regroupe l'ancien parti communiste et des dissidents du SPD, s'appelle la fondation, la Rosa Luxemburg Stiftung. Et d'ailleurs, la fondation du SPD s'appelle la Friedrich Ebert Stiftung, qui est donc aussi le premier président de la République de Weimar, qui a donc fait, entre guillemets, qui a contribué à faire assassiner Rosa Luxembourg. Donc, ce qui d'ailleurs peut vous permettre de comprendre pourquoi, lorsque la gauche est majoritaire en Allemagne d'un point de vue des députés, ils ont quelques problèmes encore à faire parfois une alliance. Ce qui est le cas, parce que la Chambre actuelle est officiellement majoritaire. Donc vous voyez que cette mémoire-là, y compris sur Rosa Luxembourg, n'est pas qu'un débat purement historique. Hein. Sur sa tombe, tous les ans, vous avez beaucoup de monde, etc. J'ai dit que je me taisais, donc il va falloir se finir par le faire, donc je me tais. Merci de votre attention.